Bonjour à tous, c'est MSR Business et aujourd'hui on va découvrir comment on peut élaborer une offre marketing. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous mettre au courant comme quoi la vidéo elle est très intéressante et les informations qui sont indiquées sont très importantes. Du coup, je vais vous inviter à prendre votre temps en visionnant cette vidéo ou sinon de la regarder sur plusieurs parties ou de la revisionner plus tard au cas où vous ratez des informations. Alors, premièrement, qu'est-ce que le marketing mixte? Alors, comme on l'a défini dans les précédentes vidéos, il s'agit tout simplement des 4 P. Ça veut dire le produit, le prix, promotion, la communication, place, la distribution. On va commencer par détailler le produit. Alors, le produit, on peut le diviser en deux parties. Premièrement, mixte de biens et de services. Ensuite, porteur de sens et de valeur. En ce qui concerne mix de biens et de services, ça veut dire que c'est un bien ou un service vendu destiné à répondre à des besoins, ou un bien qui comporte une part de service liée à l'exigence croissante des consommateurs. C'est tout simple. En ce qui concerne le fait de porteur de sens et de valeur, là c'est plutôt l'optique marketing qui met le consommateur au centre des préoccupations et prend de l'importance sur l'optique production. Le produit symbolise une valeur importante aux yeux du consommateur. Alors maintenant, quelles sont les caractéristiques du produit? Alors, on peut les définir en 6 parties. Caractéristiques physiques, ça veut dire à quoi sert le produit et comment se présente-t-il. Tout simplement le packaging. L'identification, ça veut dire le nom du produit. Le conditionnement, l'enveloppe matérielle, ça veut dire le packaging. Là, c'est exactement le packaging qui assure la conservation du produit ainsi que sa présentation. La marque, le logo, le nom et les couleurs. La valeur sociale, ça veut dire les images et le prestige liés à l'achat du produit. Le service associé, ça veut dire le service après-vente, ou s'il y a une garantie, ou plutôt si le produit va être installé plus tard dans votre domicile ou votre entreprise. Alors maintenant, on va découvrir le choix des produits de la gamme. En effet, pour les gammes, là, on va pouvoir les diviser en 5 parties, ou plutôt 5 éléments. Alors, premièrement, les produits leaders. Là, c'est les produits qui génèrent le chiffre d'affaires le plus important. C'est le produit reflétant l'image de la marque. Là, par exemple, on peut prendre pour Apple, c'est l'iPhone. Produit d'appel. Au service des produits phares. Là, c'est un produit, l'utilité, c'est attirer le client par un produit pour lui vendre d'autres produits. Et là, on le remarque fréquemment aujourd'hui. On part pour acheter un produit, on finit par acheter tous les accessoires, etc. Produits d'avenir. Ça veut dire produits nouveaux pouvant remplacer les produits leaders. Là, c'est par exemple le nouveau iPhone, quand il sort, il n'a pas encore réalisé les mêmes ventes que celui qui occupe le marché, mais une fois qu'il se lance, après quelques semaines, il prend la relève. Produits complémentaires. Là, c'est tout simplement, ça s'explique tout seul. Les produits complémentaires principaux proposés à un prix plus élevé que le principal. Produits régulateurs lancés pour réguler, maîtriser une baisse de chiffre d'affaires. Et enfin, les paramètres de gestion de la gamme. Alors, pour la gamme, on peut la diviser en deux éléments, la longueur de la gamme ou la modification de la gamme. Pour la longueur de la gamme, on peut soit être présenté soit face à une gamme qui est courte, et là par contre le choix il est limité pour le consommateur et le risque reste élevé pour l'entreprise parce qu'on va viser une clientèle spécifique. Avec une gamme qui est longue, là c'est possible d'exploiter plusieurs segments et là on peut le remarquer le plus souvent, soit au niveau des smartphones, par exemple le Samsung, on peut trouver deux flagships, ça veut dire là il vient de sortir le S21 Ultra. On peut trouver comme le dernier, là je pense que c'est le M51 qui est abordable, je pense à le 900 dirhams ou plutôt le 90 euros.
La modification de la gamme. Là aussi, on peut la diviser sur deux éléments. L'extension de la gamme ou la réduction de la gamme. Alors, en ce qui concerne l'extension de la gamme, soit vers le bas, là c'est pour les produits moins prestigieux, mais par contre, il y aura un risque d'image de la marque. Et vers le haut, ça veut dire monter en gamme, et là par contre, il faut réaliser des efforts financiers et marketing. Réduction de gamme, là c'est la disparition de certains produits et concentration sur les produits les plus rentables. On peut la remarquer que cette stratégie est réalisée notamment dans les entreprises qui essaient de réaliser une stratégie de concentration, mais parfois ça reste risqué ou même ça l'entreprise perd sa valeur. On peut prendre l'exemple de Alfa Romeo qui a enlevé toutes ses citadines et là il se retrouve juste avec des SUV, ou même l'entreprise Mitsubishi, c'est la même situation et je trouve ça personnellement malheureux. Alors maintenant, passons au deuxième élément qui est le prix. Alors le prix aussi se divise en deux éléments. C'est une source de revenus pour l'entreprise tout simplement. Et parmi les éléments du marketing, les variables du marketing mixte, c'est le seul variable constitue une source de revenus et non de dépenses. Par exemple, au niveau de la communication, on dépense au niveau de la promotion. Au niveau de la production, c'est aussi la même chose. Au niveau de la distribution, c'est aussi la même chose. Et enfin, l'équivalent en monnaie d'un produit ou d'un service. Alors tout simplement, le client verse un montant en contrepartie du produit ou du service et des bénéfices qui lui sont attachés. Et maintenant, nous passons aux enjeux. Alors premièrement, l'impact sur la demande et la vente. Il peut constituer un frein à l'achat. Exactement si par exemple le prix il est élevé, et là on le rencontre souvent soit qu'on essaie d'acheter des vêtements ou plutôt si on souhaite l'immobilier au niveau de la maison, la télé, etc. Peut avoir un effet sur l'image du produit. Effectivement là c'est psychologique. Quand on voit un produit qui est plus cher que le concurrent, on se dit que s'il est cher ça veut dire qu'il est plus élaboré ou qu'il est mieux. Mais dans la plupart des cas c'est pas le cas, mais ça reste du cas par cas. Un effet sur les choix de distributeurs, effectivement, si on propose un produit qui est très très cher, qui se place dans la gamme qui est luxueuse, on peut quand même pas le présenter dans les grandes surfaces. Ensuite, on détermine la rentabilité du produit. Le prix de vente doit permettre de couvrir les coûts et d'assurer bien sûr à l'entreprise une marge de rentabilité. Et enfin, le facteur de positionnement, ça veut dire vendre un produit plus cher que ses concurrents avec un plus pour justifier ce prix, pourrait permettre de marquer les esprits du consommateur. Et là, on peut regarder cela, on peut plutôt analyser cela avec les produits aujourd'hui qui sont éco-friendly ou qui proposent des qualités qui ne sont pas vraiment utiles, mais qui restent intéressantes pour le client. Et maintenant, on passe aux options de formulation de prix. Alors, premièrement, le prix psychologique. Par exemple, aujourd'hui, c'est devenu normal de voir un smartphone qui dépasse les 12 000 dirhams. Mais par exemple, un smartphone à 30 000 ou à 40 000, c'est impossible pour nous que que ce soit logique. Règlement comptant et différé du prix. Le- ou plutôt, si on peut proposer une location, crédit bail ou abonnement. Le prix du produit principal, ainsi que proposer ensuite des prix des options quand c'est ajouté. Le prix d'équipement et de complément. Et le producteur et le prix de vente finale. Alors maintenant, on passe à la démarche de fixation du prix. La première étape, c'est la détermination de l'objectif. Deuxièmement, on évalue la demande sur notre produit. On estime les coûts qu'il va nous coûter pour soit le produire ou le présenter, etc. Étape numéro 4, on analyse les prix et les offres de concurrents. Et enfin, on choisit une méthode de tarification.
Alors maintenant, on passe aux initiatives des modifications de prix. Alors soit dans le cas d'une baisse de prix, la motive ça la production excédentaire, ou plutôt on souhaite augmenter nos parts de marché, ou plutôt qu'on a connu une baisse des charges et des coûts. Les risques, c'est la dégradation de l'image, la volatilité de la clientèle, bien sûr un risque financier puisqu'on sera moins rentable, et enfin la guerre des prix, puisque les concurrents peuvent aussi réaliser la même chose. Et dans le cas d'une hausse de prix, là c'est un levier puissant d'augmentation de la rentabilité, et le motif, soit à cause d'une augmentation de coûts, ou plutôt c'est la demande, l'excès de la demande, et on justifie la décision d'augmentation via une action de communication. Par exemple, on peut prendre l'exemple dernièrement d'Apple et de Samsung qui ont supprimé le chargeur de, pour soi-disant gagner au niveau d'envoi ainsi que l'empreinte environnementale. Pour Apple, on n'a pas remarqué de baisse des prix parce que je pense que c'est limite plus cher. Par contre, au niveau de Samsung, on voit effectivement que les smartphones présentés sont moins chers. La réaction aux modifications de prix des concurrents, et là tout simplement c'est l'alignement. Si notre produit est homogène aux concurrents, et on ajuste nos prix ou on contre-attaque pardon, sur d'autres éléments dans le cas où notre produit est différencié, par exemple l'origine du produit ou plutôt son authenticité. Et maintenant nous allons passer au troisième élément qui est la communication, qu'on peut diviser sur deux éléments. Une communication au sens large, ça soit une communication interne par rapport à l'entreprise ou plutôt externe. Et il y a la communication marketing. Et c'est là qu'intervient la communication mixte. Alors qu'est-ce que le mix communication? Alors il intervient au niveau de la promotion des ventes, le parrainage et l'événementiel, les relations publiques, le marketing direct, le marketing interactif, en plus de bouche à oreille et tout simplement au final la publicité. Et pour les facteurs de choix du mix communication, alors premièrement, l'étape dans le cycle de vie du produit. Ça veut dire s'il s'agit d'un lancement ou si le produit arrive à maturité ou si plutôt il arrive en l'étape de déclin. Du coup, ça dépend tout simplement de l'étape du cycle de vie du produit. Ensuite, du type de la clientèle. Puisque s'il s'agit d'une clientèle qui est plutôt jeune, ça sera plus au niveau du digital et aussi que ça soit la réponse souhaitée chez le client. Qu'est-ce qu'on souhaite, le retour qu'on souhaite, le feedback qu'on souhaite de la part du client et l'information qu'on souhaite lui transmettre. Alors maintenant, nous allons découvrir qu'est-ce que la communication intégrée, ou aussi appelée la communication 360 degrés. On va diviser sur deux éléments. Alors premièrement, c'est le plan d'ensemble intégrant une multitude d'outils, ainsi que l'évaluation du rôle des différents outils pour mieux les combiner. Et la base, bien sûr, c'est de garder une certaine cohérence et une efficacité. Les avantages, c'est le fait de renforcer la cohérence du message, de construire l'image de l'entreprise et enfin de renforcer l'impact de la communication sur les ventes. Maintenant, nous arrivons au dernier variable qui est la distribution. Alors, la distribution peut aussi la diviser sur deux éléments, la distribution simple et les canaux de distribution. Ce qui concerne la distribution, c'est le fait d'apporter les bons produits aux bons clients au bon moment, dans de bonnes conditions et avec les services complémentaires nécessaires. Comme on l'a indiqué précédemment, ça veut dire soit la livraison ou le service après-vente. Le canal de distribution, c'est l'ensemble d'organisations indépendantes intervenant dans le processus de mise à disposition du produit au client. Alors les rôles de la distribution, premièrement l'agrégation de la demande, ensuite tout ce qui concerne le stockage ou la mise à disposition, l'assortiment, le financement, parce que si vous connaissez le mot COD, ça veut dire le cash on delivery,
Là aussi, ça peut entrer au niveau de la distribution parce que le client paye une fois qu'il reçoit le produit. Et ça rejoint aussi le service après-vente, la communication et enfin le transport et l'éclatement. Alors maintenant, pour le choix du canal de distribution, il reste une décision qui est très essentielle pour les facteurs qui participent à ce choix. Premièrement, la nature du canal a un impact sur les autres variables de marketing. Le choix d'un canal lie l'entreprise sur une longue durée. Et enfin, les coûts de distribution sont importants. Du coup, il faut voir les variables qui sont liées aux produits ou aux services. Plutôt, quand on parle distribution, on parle la plupart du temps plutôt du produit. Et enfin, en ce qui concerne le pilotage d'un canal de distribution, alors première étape, on va le choix des intermédiaires. Aujourd'hui, ça a commencé à faire son apparition, c'est au niveau plutôt national. On voit que plusieurs entreprises maintenant s'occupent du transport, surtout grâce aux performances du e-commerce. Du coup, ça nous donne la possibilité d'avoir plusieurs intermédiaires. L'étape numéro 2, c'est la formation des intermédiaires. Par exemple, si on a un produit particulier ou on souhaite que notre service soit présenté avec nos valeurs, etc. Étape numéro 3, l'évaluation des intermédiaires et enfin l'évolution des canaux de distribution. Et enfin, nous arrivons à l'étape bonus. Alors aujourd'hui, je présente quelques sites à visualiser quotidiennement, ou ça dépendra de vous, qui publient les dernières actualités et informations que vous devez connaître. Premièrement, le blog du modérateur. Il vous informe efficacement sur le marketing digital et vous pourrez lire quotidiennement des enquêtes, des articles sur le marketing en ligne. Deuxièmement, le petit digital. Il offre aussi un contenu régulier sur tous les sujets du numérique, du web marketing aux réseaux sociaux, en passant par la SEO. Pour la SEO, plus tard dans le programme, vous allez visionner une vidéo qui explique la SEO en détail. Ensuite, il y a l'arobase net. Là, c'est une mine d'informations concernant la SEO et c'est une référence dans le domaine. Et enfin, l'e-marketing-licious.fr. À part les articles de fond, les tutoriels et les guides et des webinars, le site accompagne les professionnels à travers des formations du conseil stratégique. Alors, je vous remercie d'avoir visionné toute la vidéo. Je vous invite à laisser un pouce bleu, des commentaires, de vous abonner ou de partager la vidéo avec vos amis ou de nous suivre aussi sur les réseaux, sur Instagram. Alors, la vidéo était plutôt complète. Bien sûr, c'est le contenu plutôt, la plupart du temps, du fondamental. Mais bien sûr, vous pouvez mettre en action, en application plutôt ce que vous avez appris dans la vidéo, soit dans des études de cas, soit durant votre stage. Pour la prochaine vidéo, je pense qu'elle vous intéressera autant que celle-ci. Ça sera une vidéo qui traitera comment on peut construire notre budget. Du coup, ça risque d'être très intéressant. Alors, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.